Merci d'être présent et présente aujourd'hui pour ce midi de la diversité, que vous soyez ici physiquement ou en présentiel, en distanciel, pardon, derrière vos ordinateurs. Alors vous le savez, la diversité est un engagement depuis assez longtemps pour la RTBF. Je pense ici que c'est un midi de la diversité qui est important parce que c'est vraiment le symbole du fait que la diversité, c'est pas juste une posture, c'est pas un dogme. Il faut pas faire de la diversité parce que c'est bien. Mais la diversité, en fait, c'est un set d'outils. Ce sont aussi une série d'éléments qui sont liés à la science. Et pour moi, je pense que c'est vraiment important de faire de la diversité à travers la psychologie sociale, la psychologie cognitive, pour avancer ensemble dans ce domaine. Donc, la diversité s'inscrit dans un cadre scientifique qui est vraiment important pour que la société, quelque part, soit représentée, que ce soit devant ou derrière la caméra. Alors, pour avancer aussi sur cette notion de mieux-être collective autour de la diversité, on a la grande chance aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui est reconnu sur le plan international. Ça n'a pas toujours été évident de trouver une date, donc la seule date qu'on a pu vraiment trouver, ben voilà, c'est le 15 décembre, et donc c'est super que malgré la charge de votre travail de fin d'année, on la connaît, ben vous soyez présent physiquement et en distanciel, on ne vous oublie pas. Alors j'ai présenté rapidement notre conférencier aujourd'hui en quelques mots. Émile Servan-Schreiber, qui va bientôt faire son entrée. Vous êtes docteur en psychologie cognitive et auteur du livre Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences, qui a été publié chez Fayard en 2018. Vous dirigez également depuis 2000 la société Hypermind, spécialisée dans les plateformes de prévision et de priorisation collective. Et en tant que chercheur, vous avez participé à plusieurs grandes enquêtes du gouvernement américain sur ce que l'on appelle la sagesse des foules. J'espère que vous nous éclairerez là-dessus. Vous êtes membre fondateur et professeur affilié à l'école de l'intelligence collective de l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Et avant de fonder Hypermind, vous avez été ingénieur en intelligence artificielle, conseiller également de l'OCDE sur les neurosciences de l'apprentissage et auteur du CD-ROM Les secrets de l'intelligence. Alors voilà, merci de nous rendre visite. Vous pouvez me rejoindre, je pense, pour l'organisation de cette conférence. Elle va durer environ 45 minutes, 50 minutes. Ensuite, vous aurez toute l'opportunité de poser les questions qui vous agréent à notre conférencier. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci, c'est toujours un grand plaisir d'être dans une organisation journalistique, vu que mon background familial, évidemment, c'est de là dont on vient. Et ce que je fais aujourd'hui s'approche un petit peu de ce que vous faites vous aussi. On verra ça plutôt à la fin. Et donc ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on va parler de diversité. Mais on va pas parler de l'importance de la diversité comme d'habitude. C'est-à-dire d'habitude, on dit que la diversité, c'est un impératif moral. C'est très important d'accepter, d'inclure tout le monde, puisqu'on est tous différents, qu'on a tous le droit d'exister et qu'on doit tous vivre ensemble. Donc la diversité est un impératif moral. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la diversité nous rend individuellement et collectivement plus intelligent. Donc c'est une question d'efficacité, c'est pas une question d'éthique. Donc on va discuter aujourd'hui, on va voir les preuves de comment la diversité nous rend plus intelligents. Alors c'est effectivement basé sur ce livre que j'ai écrit maintenant il y a quelques années, en 2018, qui résume 25 ans de recherche et de travail sur le terrain en intelligence collective, et aussi surtout en intelligence collective augmentée par Internet, puisque ça fait que depuis quelques décennies, maintenant à peine 2 décennies, qu'on arrive à connecter des tas de cerveaux à très grande échelle pour justement explorer cette idée d'intelligence collective humaine, pas uniquement au niveau des fourmis. Donc je donne des cours là-dessus à l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc,
Et puis, grâce à ce livre, j'arrive à toucher un plus grand public. Et grâce à ma société Hypermind, j'arrive à mettre ça en pratique pour notamment des gouvernements, des grandes entreprises, pour augmenter leur intelligence collective et les rendre plus intelligents. Alors, je vais vous demander pour démarrer de sortir vos téléphones portables, de les mettre évidemment en mode silencieux, mais de flasher ceci, puisque ça va nous permettre de conduire des petits sondages pour vérifier votre intelligence collective. Et donc ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, sortez vos téléphones aussi, flashez, et comme ça on va pouvoir faire des super sondages. Normalement, vous devriez avoir sur vos téléphones des petits carrés de couleurs, enfin peut-être pas tout de suite des carrés de couleurs, ça va venir après quand on posera des questions. Voilà, c'est parfait. Alors, ce flashcode reviendra à chaque fois qu'on va poser une question, hein. Donc si vous le ratez là, ça va revenir quand je vous poserai la première question, qui est d'ailleurs celle-ci, pour briser la glace, hein, comme on dit. Alors c'est une question très difficile, il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est aussi, soyez rassurés, c'est entièrement anonyme. Vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Si vous pensez vraiment A, vous pouvez dire A, personne ne le saura. Hein. Et vous pouvez aussi, si vous êtes extrêmement modeste, au fond de vous-même, répondre B, etc. On va voir à peu près à quel genre d'audience on a affaire. Hein. Voilà. Donc, c'est juste pour voir si ça marche, en fait. Hein. C'est bon, tout le monde a cliqué ? Ok, alors on va voir combien de réponses on a. On a 22 réponses, pas mal. Et donc plutôt modeste, hein, plutôt syndrome de l'imposteur. Hein. Donc c'est très bien. C'est très bien parce qu'effectivement, même quand on est intelligent, le fait de penser qu'on l'est moins que les autres, ça peut vous aider en fait à l'être plus que les autres. C'est ce qu'on va voir. Alors, quand j'étais petit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour les jeunes générations, mais pour les vieilles générations, ça nous dit quelque chose. Il y avait à la télé les Shadocks. Hein, et donc les Shadocks passaient leur temps à pomper. Ils ne savaient pas très bien pourquoi, mais ils pompaient. C'était important de pomper. Hein. Et c'était pas les plus brillants de l'univers. Okay. Mais ils avaient des maximes géniales, des devises géniales. Il y avait une devise géniale notamment qui était « quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème hein. ». Donc ça, c'est maintenant bien connu. Et il y avait aussi cette devise qui m'a toujours interpellé depuis que je suis petit. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Et quand on y pense, c'est quand même assez profond. Alors je ne sais pas s'il a raison ou tort, ce Shadocks, mais la question est excellente, parce que mobiliser son intelligence sur des conneries, c'est un peu du gâchis. Mais mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Je vais vous poser la question, mais à la fin de cette conférence, je pense que vous aurez la réponse. À votre avis, vaut-il mieux mobiliser son intelligence sur des conneries ou mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes ? La question n'est pas activée ? Non, normalement, ça devrait être bon. Non, il n'y a pas d'enregistrement. Non. Ah, ben, attends, on va recommencer. Voilà. Est-ce que ça marche là ? Non. On va recommencer. Voilà. Est-ce que là, ça marche ou pas ? Bon, c'est pas grave. Vous diriez quoi, par exemple ? Hein ? Réponse B ? Réponse C ? Qui répondrait A ? Ah oui, quand même, la moitié. Hein, donc, moitié A, moitié B, etc. Bon, la bonne réponse, je la donne tout de suite. Il vaut mieux mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Pourquoi ? Parce qu'on est tous assez cons. Que tout seul, ça sert pas à grand-chose de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes, mais quand on combine nos conneries, on arrive à devenir intelligent ensemble. Hein, c'est tout le principe de l'intelligence collective. On va voir comment ça marche. Alors,
Voilà un exemple d'intelligence collective. C'est une termitière découverte en 2018 qui a vécu une sorte de cataclysme climatique qui nous permet de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que d'habitude, les termitières, c'est un peu comme des gratte-ciel un petit peu ennuyeux. Mais là, on peut voir la complexité de l'architecture. Et puis, surtout, quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière. Si votre gamin de 6 ans faisait un château de sable comme ça à la plage, vous penseriez que votre gamin est un génie. Donc quand on voit ça, on se dit c'est intelligent. Et puis surtout, peut-être ça vous rappelle ça. Et en fait, le contraste entre ces deux cathédrales va nous permettre d'aller au cœur des grands principes de l'intelligence collective. Le premier grand principe, c'est que le nombre fait la force. Vous prenez des petites cervelles de termites dans lesquelles il y a au maximum 250 000 neurones, avec lesquels on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire beaucoup de mathématiques avec ça. Mais quand on multiplie ça par 1 million de termites dans la colonie, on arrive à construire quelque chose qui dépasse de très très loin la capacité d'entendement de chaque termite individuel. Quelque chose d'intelligent. Donc le nombre fait la force. Deuxième grand principe, c'est que l'organisation, en revanche, va faire toute la différence. C'est-à-dire qu'avec le même nombre, si on arrive à l'organiser proprement, on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Et je prends l'exemple d'un cerveau humain, celui qui a conçu, par exemple, la cathédrale à Barcelone. Dans un cerveau humain, dans le vôtre, dans le sien, il y a à peu près 80 milliards de neurones, comparé aux 250 000 de la cervelle de termite. Donc si vous faites le calcul, il y a à peu près 3 fois moins de neurones dans un cerveau humain qu'il n'y a dans la colonie de termites. 3 fois moins. Et pourtant, un seul cerveau humain arrive à faire tellement plus. Pourquoi ? Parce que les neurones sont beaucoup mieux organisés à l'intérieur d'un cerveau humain qu'ils ne le sont dans la colonie de termites. Donc l'intelligence collective, ça va être à la fois d'avoir beaucoup de contributions de choses pas très intelligentes, que ce soit des cellules du cerveau ou que ce soit des cerveaux entiers qui s'attachent évidemment à des problèmes beaucoup plus complexes qu'ils n'arrivent à maîtriser tout seuls. Et aussi comment on va organiser tous ces inputs de façon à en tirer le maximum. Alors que sait-on aujourd'hui de l'organisation d'une intelligence collective ? Figurez-vous que le QI, vous connaissez le QI, le quotient intellectuel, vous avez fait des tests peut-être sur Facebook ou autre, ou pour rentrer à la RTBF, peut-être, les ressources humaines vous demandent de faire un test de QI, je ne sais pas. Ça se fait plus maintenant. Ça se faisait beaucoup. Donc le test de QI a été inventé en France en 1905, par des médecins qui avaient besoin justement à une demande de l'éducation nationale, de pouvoir guider, trier les enfants pour les mettre au bon endroit dans le système d'éducation nationale, etc. Et donc c'est comme ça qu'ils ont identifié la différence entre l'âge intellectuel et l'âge biologique. Et donc le quotient intellectuel, c'est le quotient de l'âge intellectuel par l'âge biologique, en fait. Et quand les deux sont les mêmes, c'est-à-dire quand on a exactement les capacités intellectuelles de son âge, QI de 100, qui est exactement la moyenne. Quand on a plus, on a un QI au-delà. Quand on a moins, on a un QI en dessous de la moyenne. Et donc le QI a été découvert, c'est la première mesure de l'intelligence, et c'est ça qui a permis ensuite de développer tout un programme scientifique autour de qu'est-ce que c'est que l'intelligence, et donc toute la psychologie qu'on connaît aujourd'hui. C'était très important. Eh bien, ça a quand même pris plus d'1 siècle avant que des chercheurs au MIT, à Carnegie Mellon, en Amérique, se disent « Tiens, et si on faisait passer un test de QI à un groupe, plutôt qu'à un seul cerveau ? Est-ce qu'il y a une intelligence collective ? Est-ce qu'on peut la mesurer ?» Et ils ont découvert que oui, ils ont publié ça dans le meilleur journal scientifique du monde, Science. Ils ont découvert les preuves de ce qu'on peut appeler l'intelligence collective dans un groupe d'humains qui sont en train de résoudre un problème ensemble. Et ils ont découvert qu'il y avait certains groupes qui étaient plus intelligents que d'autres.
Donc évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un groupe est intelligent? Donc on a encore perdu le serveur. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Qu'est-ce qui fait que un groupe va être plus intelligent qu'un autre? Est-ce que c'est parce que la moyenne des QI du groupe, c'est-à-dire que tout le monde est intelligent dans le groupe, et du coup ça va rendre le groupe plus intelligent? Est-ce que c'est parce qu'il y a un très très super intelligent dans le groupe, hein, le meilleur d'entre nous? En France, on adore ça, on adore trouver des gens super intelligents. On le met à la tête de l'organisation, on se dit ça va être super, maintenant ça va bien marcher. Est-ce que c'est une question de motivation générale ou est-ce que c'est une question de genre? Alors levez la main ceux qui pensent A. Levez la main ceux qui pensent B. Personne. Ceux qui pensent C. Ah oui, quand même, tout le monde, hein, presque, sauf madame. Ceux qui pensent D, voilà, on en a 3 qui pensent D, 4. Voilà. Donc vous avez été, vous êtes fait laver le cerveau par les consultants en ressources humaines. C'est pas grave, il n'y a pas que vous, hein, c'est à chaque fois comme ça. En fait, la motivation, la cohésion du groupe, la satisfaction d'être dans le groupe, tout ça n'a rien à voir avec l'intelligence du groupe. Alors ça a à voir avec le fait qu'on a envie de se lever le matin pour aller au bureau, certainement. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence du groupe, sa capacité à résoudre des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a à voir? La moyenne des QI individuels, c'est important. C'est important d'avoir des gens intelligents dans le groupe pour que le groupe soit intelligent. Mais c'est pas très important. Vous voyez, il n'y a que 15% de corrélation entre les deux. Avoir quelqu'un de super intelligent dans le groupe, c'est plus important. Ça marche encore mieux. Mais ce qui marche encore mieux, c'est d'avoir plus de femmes dans le groupe. Et donc ça, c'est la découverte qui a été faite il y a maintenant un peu plus de 10 ans sur le facteur principal qui va faire qu'un groupe d'humains va être intelligent quand ils essayent de résoudre des problèmes ensemble. Il faut qu'il y ait plus de 50% de femmes. Et les données ressemblent à ça. Ici, vous avez sur l'axe des X horizontal le pourcentage entre 0 et 100 des femmes dans le groupe. Et puis, vous avez la mesure du QI du groupe sur l'axe vertical. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors évidemment, il y a un peu de bruit dans les datas, hein. C'est normal, c'est statistique, mais statistiquement, la tendance est extrêmement claire que quand il y a moins de 50% de femmes dans le groupe a tendance à avoir un QI inférieur à la moyenne. Quand il y a plus de 50% de femmes dans le groupe a tendance à être plus intelligent que la moyenne. Donc c'est une tendance très claire. Exactement, c'est mécanique. C'est exactement, c'est mécanique, et c'est d'ailleurs le premier facteur qui explique, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Et donc, ils ont regardé d'un peu plus près, et ils ont identifié le premier facteur important, que vous voyez ici, c'est l'égalité du temps de parole. Dans les groupes où il y a plus de femmes, il y a mécaniquement, comme vous le dites, moins d'hommes pour essayer de monopoliser le temps de parole. Et du coup, il y a plus de gens qui peuvent s'exprimer, on peut plus profiter des différents cerveaux qui sont dans le groupe, et du coup, le groupe peut devenir plus intelligent. Mais ça sert à rien que les gens puissent s'exprimer si de l'autre côté, personne n'écoute. Et donc le deuxième facteur super important, c'est la sensibilité sociale moyenne. La sensibilité sociale, c'est quoi? En fait, c'est un terme en psychologie qu'on utilise pour caractériser la capacité à deviner l'état d'esprit de l'autre. La théorie de l'esprit de l'autre. Par exemple, je regarde, donc c'est à la fois comment on comprend ce qui est dit, mais aussi comment on perçoit ce qui n'est pas dit. Notamment les émotions sur un visage. Et donc quand on mesure ça, on fait ça avec ce genre de test, où on vous montre en gros plan des yeux, de jeunes femmes, d'hommes, de vieux, de jeunes, etc. Et on vous demande quelle est l'émotion derrière ce visage. Et donc là, la bonne réponse, ça serait
Méfiante. Voilà, B, exactement. Et pour lui, la bonne réponse, ça serait préoccupé. Voilà. Bon, mais il y a un petit peu d'hésitation quand même dans ça. C'est pas ultra évident pour tout le monde à chaque fois. Donc imaginez si on vous montre 36 photos comme ça, on regarde combien de bonnes réponses vous avez. Peu d'entre vous arriveraient, comme moi, à avoir un très très bon score. Ici, vous voyez les résultats pour les hommes et pour les femmes des populations non autistes, des populations entre guillemets normales, qui ne sont pas atteintes d'autisme. Ça, c'est un test en fait qui est utilisé pour diagnostiquer notamment l'autisme, parce que les autistes ont du mal à percevoir les émotions des autres, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Sur des populations normales, d'hommes et de femmes, on voit que les hommes peuvent être meilleurs que la plupart des femmes. Vous voyez ici, chaque point est quelqu'un qui a pris le test, soit un homme, soit une femme. Et le point noir, c'est à peu près le point médian ou la moyenne de cette population-là. Donc vous voyez que statistiquement, les femmes ont un petit avantage d'environ 5% au-dessus de la moyenne des hommes. Donc statistiquement, en moyenne, les femmes sont meilleures sur ce genre de test, ont une meilleure sensibilité sociale que les hommes. Mais il y a aussi des hommes, comme vous le voyez, qui sont meilleurs que la plupart des femmes. Donc c'est pas automatiquement parce qu'on est une femme qu'on va être meilleur qu'un homme là-dessus. Mais statistiquement, globalement, oui. Et donc ça va se refléter quand on teste beaucoup de groupes avec différents mix d'hommes et de femmes. On va pouvoir taper dans cette différence statistique et du coup observer que ça fait un impact sur l'intelligence du groupe, parce qu'il y a une meilleure qualité d'écoute. On notera aussi que il y a des hommes qui sont très mauvais, il n'y a que les hommes qui peuvent être super mauvais dans cette affaire. Ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais il n'y a pas de femmes super mauvaises dans ce genre de test. Alors le résultat de tout ça, la leçon de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a souvent opposé le QI, l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle. Depuis les années 90, il y avait une couverture de Time Magazine dans les années 90 qui disait « Le QE, c'est tellement plus important pour vous que le QI pour réussir dans la vie, etc. » Donc on les oppose l'un à l'autre. Alors qu'en fait, ils se construisent l'un sur l'autre. C'est-à-dire que l'intelligence du groupe, et on doit toujours fonctionner en groupe, la capacité d'un groupe à rationnellement résoudre un problème, elle dépend de la capacité des individus à être émotionnellement intelligents dans le groupe. Si on travaille avec des gens qui savent pas écouter les autres, qui savent pas les laisser parler, qui leur marchent sur les pieds, etc., le groupe ne va pas fonctionner. Si on travaille avec des gens qui sont à l'écoute, en empathie, et qui sont prêts à profiter de tout ce qui est autour d'eux, à ce moment-là, on va réussir à construire des groupes où il y a une bonne qualité de communication. C'est la qualité de communication qui compte. C'est pas la puissance des cerveaux dans le groupe qui compte autant que la capacité de ces cerveaux à échanger des informations. C'est un peu comme Internet. Si vous prenez la valeur d'Internet aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas la puissance des ordinateurs qui sont connectés à Internet. C'est pas ça qui fait qu'Internet est utile à nous tous aujourd'hui. Ce qui fait que l'Internet est utile et de plus en plus utile, c'est qu'on augmente au fur et à mesure la bande passante. On passe de 3G à 4G à 5G et à je ne sais quoi après. C'est ça qui fait qu'on peut plus s'en passer. Il y a de plus en plus d'infos qui passent. Et donc la qualité du réseau ne dépend pas de la puissance de ce qui est connecté au réseau, mais de comment ils sont connectés et de la bande passante entre les différents éléments du réseau. Alors ça, c'est sympa, c'est dans les laboratoires du MIT, etc. Ça marche avec des étudiants qu'on va tester à résoudre des problèmes finalement assez abstraits. Mais on l'observe aussi dans l'économie réelle. Il y a ce professeur Michel Ferrari de l'Université de Genève qui a créé, il y a plus de 10 ans maintenant, ce qu'il appelle l'Observatoire de la féminisation des entreprises, qui tous les ans observe la performance financière des grandes entreprises françaises et qui observe en particulier la performance
des grandes entreprises françaises qui ont un encadrement féminin significatif. C'est-à-dire, il va prendre le CAC 40, qui sont les 40 plus grosses entreprises françaises à la bourse, et il va identifier parmi ces 40-là les 15 que vous voyez listés qui ont au moins 35% d'encadrement féminin, de managers féminins. Okay. Et ensuite, il va observer la performance de ces entreprises par rapport au CAC 40 en général. Et qu'est-ce qu'on voit là, sur ce graphique? Vous voyez la performance de ce qu'il appelle l'indice féminin, c'est-à-dire ces 15 entreprises du CAC 40 de cette performance boursière, et la performance du CAC 40 pendant la même période, pendant 10 ans, de 2006 à 2016, avec d'abord une période de crise énorme, hein, la grande crise financière de 2006, 2007, 2008, etc. Et ensuite, à nouveau, une période de croissance qui a suivi la grande crise. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans les deux cas, on soit en période de crise ou en période de croissance, la performance des entreprises plus féminisées est largement supérieure à la performance des entreprises moins féminisées. Donc ça, c'est sonnant et trébuchant, si vous voulez. C'est le prix de ces entreprises à la bourse, donc qui est basé sur leurs résultats financiers. Et c'est vrai, non seulement en France avec les grandes entreprises, mais partout où les chercheurs ont fait ce genre d'études, que ce soit en Chine avec les entreprises privées cotées en bourse, que ce soit en Amérique avec les entreprises privées cotées en bourse, que ce soit au Danemark, au nord de l'Europe, ou en Espagne, au sud de l'Europe, avec la France au milieu, partout où on regarde, c'est toujours le même résultat, ce qu'on appelle l'effet de la participation féminine. Il est universel, c'est que les entreprises plus féminisées sont plus innovantes, à la fois en termes de produits et en termes de management. Et c'est ça qui fait qu'elles vont être plus performantes. C'est pas une corrélation, c'est une causation. Hein. C'est pas parce que l'entreprise est plus performante ou plus innovante que d'un seul coup elle va se dire on va recruter plus de femmes. C'est parce que l'entreprise est plus féminisée qu'elle devient plus innovante et du coup plus performante. Alors, à l'inverse de ça, d'autres études ont été faites, sont marrantes, qui prennent l'inverse de ce mode de participation féminine, hein, qui justement est plus participatif, le mode de management féminin qui est plus participatif, qui inclut plus de monde, a une meilleure écoute, etc. À l'inverse de ça, d'autres ont fait des études sur l'interférence due à la taille de l'ego du patron. Et donc, ils ont pris toutes les entreprises des 500 plus grandes entreprises américaines, le S&P 500, et pendant 10 ans, ils ont regardé la performance des entreprises et ils ont corrélé ça avec la taille de la signature du patron en bas du rapport annuel. Hein? Masculin ou féminin. Bon, en général, il était souvent plus masculin que féminin, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui était important, c'était la taille de la signature en bas du rapport annuel normalisée sur une carte de visite. Et évidemment, la corrélation, là, qu'on observe est inverse. C'est-à-dire que plus la taille de l'ego du patron est grande, moins le patron a tendance à écouter ses collaborateurs avant de prendre des décisions importantes, et moins l'entreprise va performer. D'ailleurs, je me souviens, il y avait l'année dernière, il y a juste un an, Elon Musk venait de racheter Twitter et ça avait déjà perdu la moitié de sa valeur. C'était passé de 40 milliards à 20 milliards, un truc comme ça. Et il avait d'ailleurs publiquement dit dans le Wall Street Journal, effectivement, quand j'écoute pas mes collaborateurs, j'ai tendance à faire des grosses bêtises. Mais il le reconnaissait, parce que c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Donc on peut observer ça assez souvent. Alors moi, ce qui m'intéresse, et ce que je fais depuis 25 ans, à la fois comme chercheur et comme entrepreneur et comme consultant, c'est l'exploitation de ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse des foules. Alors ce sont deux mots qui vont pas très bien ensemble, hein, parce que les foules ont tendance à penser qu'elles ont tendance à être idiotes, et la sagesse, c'est justement l'inverse. Mais la sagesse des foules, c'est ce qu'on peut maintenant étudier grâce à Internet à très très grande échelle. On peut connecter des tas de gens ensemble, leur demander de faire des choses ensemble, et on peut observer des résultats fabuleux, notamment Wikipédia, notamment Google Search, qui est entièrement basé sur
un algorithme qui suit bêtement en fait tous les liens qui ont été tissés par des webmasters d'un lien vers l'autre, en disant à chaque fois en prenant ça comme un vote sur ce qui est le plus important. Ce site-là, il vote pour l'autre site auquel il fait un lien, et donc Google va suivre ces chemins-là pour vous donner des recommandations. Et aujourd'hui, on pourrait dire ChatGPT, qui est entièrement basé, comme vous le savez, sur l'intelligence collective de tous ceux qui ont écrit des choses avant que ChatGPT n'existe, et que ChatGPT a simplement absorbé et mis ensemble pour pouvoir régurgiter en fait ce que des gens avaient déjà écrit sur Internet avant OpenAI. Donc la sagesse des foules, c'est quoi? Alors c'est intéressant parce que ça a été découvert en Angleterre, pour le coup, par ce grand scientifique, Francis Galton, mais à peu près au même moment où en France, on découvrait l'intelligence individuelle, c'est-à-dire le QI individuel. Et donc Francis Galton, c'est un type passionnant parce que c'était un cousin germain de Charles Darwin, même génération, très influencé par Darwin. C'était aussi un génie comme son cousin, et c'était un des plus grands statisticiens de l'époque et même de tous les temps. Aujourd'hui, on dirait un gentleman data scientist. Et donc un esprit universel, un explorateur en Afrique. Enfin, c'est vraiment le héros de Jules Verne, quoi. Le grand scientifique, explorateur, aventurier, etc. Mais il a fait l'erreur de prendre très au sérieux la théorie de l'évolution de son cousin et de l'appliquer aux humains, pas uniquement aux animaux. Et c'est lui qui a aussi inventé l'eugénisme. Et donc sa réputation en a évidemment beaucoup pâti au cours du XXe siècle, et il est tombé un peu dans l'oubli. J'étais visiter sa tombe l'année dernière, c'est une espèce de truc, on arrive à peine à deviner son nom, tellement personne s'en occupe, au fond de la campagne anglaise, complètement oublié. Mais Francis Galton a fait cette découverte géniale de l'intelligence collective en 1906. Comment il a fait ça? Il se baladait, il était à la campagne, c'était un vieux monsieur, 86 ans à l'époque. Il se balade et il tombe sur une foire agricole où il observe des centaines de gens attroupés autour d'un bovin, autour d'un bœuf. Et en fait, il se rend compte que ces gens-là sont en train de participer à un concours où chacun doit payer quelques sous pour écrire sur un ticket son estimation du poids de l'animal. Donc le jeu, c'est deviner mon poids. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est deviner le poids de la viande qu'on va pouvoir extraire de l'animal. Donc là, ça devient un peu technique. Et Galton se dit, tiens, mais c'est marrant, on est en train de discuter de donner plus de pouvoir démocratique en Angleterre, de donner plus de pouvoir à la Chambre des communs et moins à la Chambre des Lords, de passer au suffrage universel, etc. Donc la démocratie, c'est un truc dont on parle beaucoup. J'y crois pas moi-même, étant membre de l'élite intellectuelle. Et il se dit, il l'écrit d'ailleurs, tous ces gens-là qui sont en train d'essayer de deviner le poids de cet animal s'y connaissent aussi peu, probablement en poids, en boucherie ou en élevage, que l'électeur moyen s'y connaît sur les lois et la conduite politique du pays. Et donc on va voir s'ils ont quelque chose d'intéressant à dire quand même sur ces choses où personne s'y connaît vraiment. Et donc il a récupéré tous les tickets, toutes les estimations des 787, il les a ramenés chez lui, il n'avait pas de feuille Excel, donc comment il a fait pour calculer la moyenne? Voilà. Ce qu'il a fait, c'est qu'il il les a ordonnés de la plus petite à la plus grande. Et là, vous voyez que la plus petite, elle était à peu près à 400 kilos, la plus grande à 700 kilos, donc un grand écart de 300 kilos entre la plus petite et la plus grande. Il les met en ordre et il s'est dit, celle qui est pile au milieu, l'estimation médiane, c'est la voix du peuple. C'est l'estimation du groupe. Il aurait pu prendre la moyenne, c'était plus compliqué à calculer, la médiane c'était plus simple, donc il a pris la médiane, le résultat est à peu près le même. Il dit c'est le choix de la foule, et quand il a comparé, il a trouvé que c'était pratiquement pile poil, exactement le poids de la viande qui avait pu être extraite de l'animal. Il s'est dit, democracy, why not? Très, très fair play, comme les Anglais savaient. Et c'est un magnifique papier qu'on a exhumé il y a une dizaine d'années. Et qui rappelle d'ailleurs quelque chose
dans une conférence qui était donnée sur la sagesse des foules, je me souviens, quelqu'un s'était levé, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, et qui se rappelait que quand ils étaient en Normandie, en train d'essayer de tirer sur les Allemands, ils ne savaient pas très bien où étaient les Allemands, et ils disaient, on prenait l'estimation on prenait nos 10 estimations, on prenait la moyenne, puis on tirait à peu près là sur ce qui correspondait, et ça marchait bien. Donc c'est un peu la même technique, avec 10 personnes. Alors dans mon livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les datas de Galton, et je me suis posé la question, ok, bon, ça marche avec 787 personnes, mais est-ce que ça marcherait avec 400? Est-ce que ça marcherait avec 200, avec 100, avec 20, avec 10? Et quelle est l'erreur qui serait faite par des groupes de différentes tailles? Et donc on peut prendre le groupe le plus petit, ça serait une personne. Et donc on voit que l'erreur qui est faite par une personne, c'est en haut à gauche, c'est à peu près 4,5%. Et l'erreur qui est faite par tout le monde, c'est en bas à droite, c'est à peu près 0. Et entre les deux, on voit que ça évolue. Okay. Et donc on peut tirer 3 leçons de ça. La première, c'est que la moyenne des estimations est toujours meilleure que l'estimation moyenne. Okay, alors ça tord un peu le cerveau, mais quand on y réfléchit, ça marche. Okay, l'estimation moyenne, c'est l'estimation individuelle moyenne. Je prends quelqu'un au hasard, en moyenne, il fera une erreur de 4,5%. Okay. La moyenne des estimations, c'est quand je prends les estimations de tout le monde, j'en fais la moyenne, ça me donne un chiffre. Quelle est l'erreur de ce chiffre par rapport à la vérité? À peu près 0, dans ce cas-là. Okay. Donc là, on mesure, en fait, avec cette courbe, on mesure l'erreur de l'estimation moyenne. Non, de la moyenne des estimations, vous voyez, même moi je m'embrouille. On mesure l'erreur de la moyenne des estimations, c'est-à-dire en fait l'erreur du groupe, l'erreur collective. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, le groupe est bien meilleur que les individus, et puis c'est une sorte de miracle d'ailleurs, parce qu'on prend que des gens qui en moyenne se trompent, on les met tous ensemble, et au miracle, le groupe ne se trompe pas. D'où l'idée qu'il vaut mieux appliquer sa connerie, ses erreurs, à des choses intelligentes, parce que même quand chacun se trompe, quand on prend tout le monde ensemble, le groupe, lui, ne se trompe pas. Deuxièmement, on voit que plus il y a de gens, plus l'erreur diminue. Plus on est, meilleur on est. Troisièmement, la façon dont ça diminue est très caractéristique. Ça diminue pas de façon linéaire. Quand on passe de 1 à 2, on gagne beaucoup plus en performance que quand on passe de 11 à 12. Ou quand on passe de 101 à 102. On perd de plus en plus, ce qu'on appelle le rendement décroissant. En entreprise, les financiers, ils n'aiment pas les rendements décroissants, c'est-à-dire qu'on gagne de moins en moins d'argent. Mais en intelligence collective, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être 800 pour être intelligent ensemble. En fait, dès qu'on se tourne vers ses quelques collègues pour demander leur avis, on bénéficie déjà du maximum des bénéfices qu'on peut obtenir de l'intelligence collective. On va obtenir le plus gros du bénéfice tout de suite. Et puis ensuite, si on a la chance de pouvoir demander à beaucoup de gens, à ce moment-là, on gagne de plus en plus, mais en nombre. Alors, on aurait pu faire un petit test, mais on va pas le faire. On va pas le faire. Mais là, j'aurais pu vous demander de deviner ça. Tant pis. À votre avis, je vais demander quand même à 3 personnes. Réfléchissez chacun. À votre avis, combien... Alors, c'est pas la peine d'essayer de les compter tous, vous n'y arriverez pas. Je vais pas vous donner le temps de les compter tous, mais à votre avis, comme ça, combien il y a de gens? Alors, je vais demander à 3 personnes. Vous, madame? Oui. À votre avis? Vous, madame? 450? Plus de 450. Et on va demander au monsieur à lunettes et la boucle d'oreille. D'accord, donc là on a une estimation à 150, une estimation à 450, une estimation à 300. Si on fait la moyenne de ça, on obtiendrait quoi? 350, un truc comme ça. Voilà, on obtiendrait quelque chose entre 350 et
Et autour de ça, le résultat, c'est 377. Hein, on n'est pas très loin. Hein, oui. Vous voyez comment chacun se trompant, on arrive quand même à quelque chose en prenant la moyenne. Hein. Voilà. Voilà. Alors tout ça, on pourrait dire que c'est presque magique, mais en fait ça repose sur des choses mathématiques. Alors je suis désolé, vendredi après-midi, 15 décembre, de vous montrer une équation au tableau. Je sais que tout le monde déteste ça, mais c'est important de savoir que la puissance de la diversité, c'est mathématique, c'est une loi de la nature. Une loi de la nature. Hein. C'est prouvé. C'est pas une espèce de fausse équation de psychanalyste, Lacan ou autre. Hein. C'est vraiment de l'algèbre de base qui s'appelle le théorème de la diversité, découvert par Scott Page, un Américain, et qui veut dire ceci. L'erreur du groupe, on a vu tout à l'heure la moyenne des estimations, hein, l'erreur du groupe, dépend de deux choses. Et elle dépend également de ces deux choses. C'est pas comme s'il y en avait un qui était plus important que l'autre. Okay. La première chose, c'est l'erreur individuelle, l'erreur moyenne des gens dans le groupe. Moins les gens dans le groupe se trompent individuellement, et plus il y a de chances évidemment que le groupe ne se trompe pas non plus. Okay. Et la deuxième chose, donc quand l'erreur individuelle moyenne descend, l'erreur du groupe descend aussi. Mais la deuxième chose qui est moins évidente, qui est moins intuitive, c'est que l'intelligence du groupe, la qualité de l'estimation du groupe, l'erreur du groupe va diminuer au fur et à mesure que la diversité des opinions augmente. Moins les gens sont d'accord, plus il y a de chances que le groupe soit intelligent. C'est pas évident ça, parce que quand on rentre en réunion, d'habitude, l'idée c'est qu'on doit ressortir avec le consensus. On est tous d'accord. Mais en fait, ce que le théorème de la diversité vous dit, c'est que, au contraire, le but du meeting, c'est pas qu'on s'en sorte tous en étant d'accord. Le but du meeting, c'est qu'on en sorte, c'est que chacun sorte ses idées différentes et les mette sur la table, de façon à ce que le groupe puisse en profiter. Plus il y a de divergences, plus il y a de chances qu'au final, le groupe puisse prendre une décision intelligente. Alors, pour votre gouverne personnelle, ça peut vouloir dire deux choses. Vous rentrez dans le meeting, vous pouvez jouer l'un ou l'autre de deux rôles, en général. Moi, je sais que ça m'arrive de jouer l'un ou l'autre. Souvent, il y a le rôle de l'expert. Vous êtes celui ou celle dans le meeting qui s'y connaît mieux que les autres. Et vous avez tendance à trouver que le meeting, vraiment, c'était pas la peine de le faire et pas écouter les autres, etc. Tout ça vous ennuie. Okay. Eh bien, le théorème de la diversité vous dit, si quelqu'un a quelque chose à dire qui est différent de ce que vous avez pensé, il y a peut-être quand même quelque chose à en tirer pour vous-même et surtout pour le groupe. Donc, changement d'attitude. Et puis, vous avez aussi l'inverse, qui est vous rentrez dans le meeting et vous êtes celui ou celle qui est l'imposteur dans le meeting. Hein, qui vous demandez ce que vous faites là, vous y connaissez beaucoup moins que les autres, vous n'osez pas ouvrir la bouche parce que vous vous dites « Oh là là, je risque de dire une connerie ou je vais avoir l'air idiote par rapport à ceux qui s'y connaissent mieux, ils vont me rire au nez, ils vont me prendre pour une conne, etc. » Eh bien, en fait, vous avez le devoir, si vous pensez quelque chose qui n'a pas encore été dit, vous avez le devoir de le dire parce que c'est votre responsabilité vis-à-vis du groupe que de diversifier le pool des opinions qui ont été proposées. Parce que, si ça se trouve, et souvent ça se trouve, l'erreur que vous allez faire va compenser l'erreur inverse que quelqu'un d'autre va faire. Souvenez-vous du bœuf. Pourquoi est-ce que ça marche, l'histoire de la moyenne? C'est parce que si quelqu'un surestime le poids du bœuf de 150 kg, il va se trouver dans la foule quelqu'un d'autre qui va sous-estimer le poids du bœuf de 150 kg. Et quand on prend la moyenne des deux, on va tomber pile poil sur le poids du bœuf. Donc la connerie des uns compense la connerie des autres. Et si vous l'ouvrez pas, eh bien il n'y a que la connerie des autres qui va dominer, alors que vous pourriez la contrer avec votre connerie à vous. L'intelligence collective, c'est ça. Aucun de nous n'est suffisamment intelligent pour aborder le problème, mais on peut contribuer notre connerie pour éviter que la connerie des autres n'ait trop d'influence. Et c'est comme ça qu'on va réussir à être intelligent ensemble. Les savoirs s'additionnent, les erreurs s'annulent. Parce qu'elles sont contraires, généralement.
Alors, je vais vous donner un exemple de ça, qui est passionnant. C'est un exemple qui a été, une expérience qui a été conduite à Stanford, notamment, pour comparer la capacité d'étudiants en droit à faire des estimations de résultats de procès par rapport à celles d'experts qui ont au moins 20 ans de métier. Hein, donc des avocats très expérimentés. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'un étudiant va faire une erreur qui est 2 fois plus grande que celle d'un expert. Donc l'expertise, évidemment, ça compte beaucoup. Mais si vous prenez 2 étudiants, ou plusieurs étudiants, etc., au bout d'un moment, vous vous souvenez de la courbe du rendement décroissant, hein, de l'intelligence collective, au bout d'un moment, il y aura suffisamment de diversité dans le groupe de non-experts pour compenser le manque d'expertise et rivaliser avec l'expertise d'un groupe moins diversifié. Et donc on se retrouve avec 14 étudiants qui vous font une estimation au moins aussi bonne que celle de l'expert. Évidemment, ça coûte moins cher aussi. Et si vous prenez plus d'étudiants, vous faites mieux que l'expert. Parce que la diversité va pouvoir compenser le manque d'expertise. Vous vous souvenez, dans l'équation du théorème de la diversité, on peut jouer sur l'expertise individuelle ou on peut jouer sur la diversité. Donc quand on manque d'expertise individuelle, avec plus de diversité, on peut compenser. Okay. Mais évidemment que ça veut pas dire que les experts sont inutiles. Parce que les experts aussi, ils peuvent être collectivement intelligents. Et donc si vous avez un expert qui demande à son collègue « c'est quoi ton estimation ?» et puis on va prendre la moyenne, ça va être bien mieux que 14 étudiants. Maintenant, il va falloir 42 étudiants pour faire aussi bien que 2 experts. Hein, vous voyez comment ça fonctionne. Donc l'idéal, c'est d'avoir des experts qui pensent différemment. C'est pour ça que quand vous avez un problème médical, vous allez voir un docteur, puis si vous n'êtes pas très content, vous allez vérifier, vous allez voir un autre docteur, etc. Ça vous permet de combiner l'expertise de différents experts. Alors, on va pas jouer à qui veut gagner des millions, mais vous vous souvenez peut-être que quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On peut demander à quelqu'un qu'on a choisi comme expert qui attend votre coup de fil dans sa cuisine, ou alors on peut demander à la bande de nazes qui sont dans le studio en train de regarder un jeu télévisé au lieu de travailler, quoi. C'est pas le genre de gens à qui on irait poser une question. Hein. Eh bien, quand même, quand on leur pose la question, cette foule dans le studio, ils sont capables de vous donner la bonne réponse bien plus souvent que l'expert ne l'est, que vous avez sélectionné vous-même. 91% des fois, le public a raison sur la bonne réponse. Donc j'aurais pu vous poser quelques questions, par exemple celle-ci. Alors ça, c'est générationnel. Il y a quelques-uns dans la salle qui sauraient de quoi on parle et puis d'autres qui ne sauraient pas. La bonne réponse, là, ça serait quoi? Douglas, bien sûr. Douglas, c'est l'écrivain. C'est pas... Voilà. Et puis pour d'autres, on aurait pu poser la question, alors c'est générationnel à nouveau, mais quel est le nom de l'autre fille de Trump? Et ce qui est marrant quand on pose ce genre de questions, c'est que... Non, attendez, on va essayer. Est-ce que quelqu'un est sûr de connaître la bonne réponse? Personne? Ok, alors on va faire le test. Alors levez la main, qui est pour A? 2. Ok. Qui est pour B? 5. Ok. Qui est pour C? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et qui est pour D? D. À nouveau 6. Bon, vous êtes mauvais. C'était Tiffany. C'était A. C'était A. Voilà. On va réessayer là-dessus, peut-être. La géographie est peut-être plus simple pour vous. Alors, quel est le nom de ce pays balte qui est coincé entre les deux autres? Estonie, Slovénie, Lettonie, Lituanie. Alors, qui est sûr de connaître la bonne réponse? Alors, ne répondez pas. Ok? On va faire le test sur ceux qui connaissent pas la bonne réponse. Qui pense que c'est Estonie? Personne. Qui pense que c'est Slovénie? 2 personnes. Qui pense que c'est Lettonie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Lituanie? 2. Ok. C'est Lettonie. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu?
Il n'y avait même pas photo, hein, il y avait 10 contre 1 ou 2 sur les autres. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que, vous vous souvenez, j'ai demandé à ceux qui savaient la bonne réponse de ne pas répondre. Donc en fait, on n'avait que des gens qui ne connaissaient pas la bonne réponse qui ont répondu. Et malgré ça, le groupe a quand même réussi à trouver la bonne réponse. Pourquoi? Parce que chacun était capable d'éliminer une ou deux des mauvaises réponses. Hein, peut-être que vous dites, je sais pas lequel, mais c'est pas la Slovénie, par exemple. La Slovénie, en fait, c'est à côté de la Croatie, en bas, etc. Et donc, chacun pouvant éliminer quelques mauvaises réponses, finalement, il n'y a que la bonne réponse qui a réussi à émerger petit à petit. Donc, c'est que ça, la mécanique de qui veut gagner les millions. Bon, alors, vive la diversité, Club Med, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. En fait, ça se joue sur quelque chose de beaucoup plus côté obscur de la force, on va dire. Notamment, il y a des études qui ont été faites sur le rôle de la diversité ethnique. Parce que là, avant, ce dont on parlait, c'était la diversité cognitive. En fait, le fait qu'il y ait des gens qui pensent différemment, ça fait qu'on va pouvoir combiner des connaissances, etc., et devenir plus intelligents. Mais est-ce que quand on prend simplement des gens qui ont l'air différents, est-ce qu'on arrive à faire des groupes plus intelligents? Et la réponse est oui. Uniquement parce que les gens ont l'air différents. Okay. Comment on sait ça? C'est une étude qui a été faite en Asie et au Texas, aux États-Unis, avec des groupes ethniques qui à chaque fois représentaient au moins 3 ethnies. Donc en Asie, il y avait les Chinois, les Malais et les Indiens, et au Texas, il y avait les Blancs, les Noirs et les Latinos. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait rentrer dans une pièce, on leur dit on va vous faire jouer les uns contre les autres. Notamment, vous allez faire un concours de trading. Vous allez prétendre que vous êtes des traders sur Wall Street. On va vous décrire une société et vous allez ensuite faire du trading pour essayer de gagner de l'argent. Et on va voir le prix du marché, le prix du stock de cette société dans ce marché virtuel. Et est-ce qu'il correspond au final au vrai prix de la vraie société sur le vrai stock market à Wall Street? Hein? Donc, est-ce que le groupe est capable d'identifier la vraie valeur de cette société qu'on leur décrit? Alors, vous rentrez dans la pièce, vous voyez avec qui vous êtes, ensuite vous allez derrière votre ordinateur, vous faites du trading contre eux pour essayer de gagner. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que les marchés virtuels où il y a différentes ethnies, les marchés divers, performent beaucoup mieux que les marchés homogènes. Il n'y a même pas photo. Vous voyez là les résultats. Marchés divers, une performance largement supérieure, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie, au marché homogène. Donc parce que tous les traders sont indiens, ou tous les traders sont noirs, ou tous les traders sont latinos, ça marche beaucoup moins bien que quand on mélange tout ça. C'est quand même bizarre. Par ça, c'est tous des étudiants sur le même campus, etc. Okay. Alors, c'est intéressant quand on creuse un petit peu plus, parce que avant de leur demander d'interagir, de parier les uns contre les autres à la bourse, pour gagner de l'argent sur cette société, on leur demandait aussi individuellement quelle est votre estimation de cette société qu'on vient de vous décrire, et puis ensuite seulement vous allez commencer à jouer contre les autres. Okay. Donc il y en a avant et après l'interaction avec les autres. Okay. Donc dans le premier cas, on prend simplement la moyenne des estimations individuelles, puis ensuite, on les laisse interagir à travers le marché et on regarde l'estimation qui ressort de cette interaction collective. Okay. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que dans le cadre des groupes diversifiés, ethniquement diversifiés, l'estimation individuelle au départ est beaucoup moins bonne que l'estimation collective qu'on arrive à obtenir quand ils jouent les uns contre les autres. Tandis que dans le cadre des groupes homogènes, c'est l'inverse. Leurs estimations individuelles au départ est bien meilleure que celle qu'on obtient à la fin une fois qu'on les laisse interagir les uns avec les autres. Comme si l'interaction, l'homogénéité allait renforcer les erreurs individuelles qui étaient faites par des effets de cascade de on suit la foule, etc. Okay. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient ces résultats-là? Eh bien, parce que ça joue sur quelque chose dans notre cerveau préhistorique, où quand on se retrouve dans un groupe de gens qui ne ressemblent pas, on se méfie. On se méfie en se disant, ils sont pas comme moi, donc ils vont pas penser comme moi.
donc j'ai intérêt à penser pour moi-même. Tandis que quand on est dans un groupe de gens qui vous ressemblent, par exemple, moi, ça serait un groupe de vieux mâles blancs semi-boomers, eh bien, on se dit, bon, bah, après tout, ils ont qu'à réfléchir à ma place, moi, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose avec mon cerveau, pendant ce temps-là. J'ai pas besoin de réfléchir, ils le font à ma place. Et ça, c'est automatique. Et c'est ça qui fait qu'on est des créatures conformistes. Tandis que quand on est face à des gens qui sont pas du même sexe, pas du même âge, pas de la même ethnie, pas habillés pareil, pas je ne sais quoi, à ce moment-là, automatiquement, le cerveau se met en mode « il faut que je pense par moi-même, je peux pas leur faire confiance pour penser à ma place ». Et du coup, sont dans les groupes où chacun pense de la façon la plus indépendante possible que le groupe va collectivement être plus intelligent. On n'est pas intelligent quand on pense tous pareil, on est intelligent quand on pense tous différemment. À nouveau, on retombe sur la puissance de la diversité. Donc la diversité, ça fonctionne parce que ça permet de combattre le conformisme. Plus on est différent, moins on va se suivre automatiquement les uns les autres et plus on va réfléchir par nous-mêmes. Alors, on sait pourtant que les groupes sont idiots. On a été éduqués, moi on m'a mis cette image dans la tête quand j'étais petit à l'école. Les groupes sont idiots, les foules sont dangereuses. Ça c'est quoi, Munich en 36. Ça se trouve, ces gens-là individuellement dans la foule ils étaient intelligents, mais par le fait même qu'ils étaient en foule, ils devenaient idiots. Et donc ça a été très très bien théorisé par cet excellent livre de Gustave Le Bon, grand sociologue français du XIXe siècle. Ce livre d'ailleurs qui est la base de l'enseignement à Sciences Po. Il y a des piles de ce livre à la Fnac encore aujourd'hui. C'est un best-seller incroyable ce truc. Vous allez dans n'importe quelle rayon sociologie à la Fnac aujourd'hui, à Bruxelles, vous allez trouver des piles de ce bouquin, qui date du 19e siècle, qui est un excellent bouquin sur le fait que les foules sont idiotes et que les gens intelligents mis dans une foule deviennent idiots. Et ça nous arrive, moi ça m'arrive 3 fois par semaine, de faire une bêtise parce que j'étais dans un groupe et que j'ai oublié de réfléchir par moi-même, j'ai juste suivi le groupe. Okay. Alors, les deux sont vrais. Ce que je vous ai raconté ce matin et ce que racontait Gustave Le Bon, les deux sont vrais, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ces deux notions de foule et de collectif? Eh bien, c'est la recette que maintenant on connaît pour fabriquer de l'intelligence plutôt que de la pensée unique. Et alors, au départ, est la diversité. Au commencement est la diversité. Il faut déjà partir de gens qui pensent différemment, mais ça suffit pas. Ensuite, il y a cette histoire d'organisation dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va organiser cette diversité de façon à tirer le maximum d'intelligence? Okay. Comment on va l'organiser? C'est en mettant en place des processus non naturels, des processus artificiels qui vont permettre, qui vont encourager, qui vont même parfois obliger les gens à penser indépendamment les uns des autres, à penser avec une indépendance d'esprit, plutôt que se conformer aux idées des autres. Okay. Et c'est ça qui est pas évident, c'est ça qui est artificiel dans le processus. C'est là où il faut réfléchir. Donc il y a plusieurs techniques pour faire ça, on verra lesquelles. Et puis ensuite, une fois qu'on a forcé tout le monde à diverger, il faut non pas chercher le consensus, mais chercher l'agrégation objective de tout ce qui a été mis sur la table de façon à pouvoir prendre une décision. Alors, il y a différentes façons de faire ça. Dans une élection, on va pas demander aux gens d'être arrivés par consensus sur qui doit gagner l'élection. L'élection, au contraire, elle est faite pour augmenter, pour faire ressortir toutes les divergences. Et puis ensuite, la seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'à la fin, celui qui a le plus de voix gagne. Et donc, on arrive à une décision collective que tout le monde ne va pas partager, mais on est d'accord que cette décision nous permet d'avancer. Okay. Parfois. En Amérique, il y a 4 ans, c'était pas évident. Ou alors, quand il s'agit de faire une estimation, mais on peut prendre simplement la moyenne, comme on a vu, la moyenne arithmétique de toutes les estimations, ou quand il s'agit de prévoir le futur, on peut le faire de façon collective en jouant avec cette idée de pari. Le pari, pourquoi ça marche bien? C'est parce que ça oblige chacun à ne pas être d'accord pour pouvoir gagner. Si on est d'accord, on ne va pas parier. Si on est d'accord tous les deux, on ne va pas parier. On va parier, au contraire, pour trouver là où on est d'accord pour pas être d'accord.
Et c'est là où on est d'accord pour pas être d'accord, que ça va être une sorte d'anti-consensus qui va nous permettre de discerner la vérité plus facilement. Alors, comment ça marche, ça? Ça, c'est mon cœur de métier, je dirais. Comment on utilise la diversité des parieurs pour faire la chose la plus difficile au monde, qui est de faire des prévisions. Notamment sur des sujets du style pandémie, ou du style politique, géopolitique, etc., où il y a très peu de data. On ne peut pas demander à ChatGPT de le faire à votre place. D'ailleurs, si vous demandez à ChatGPT de faire n'importe quel type de prévision, notamment par exemple géopolitique, il va vous envoyer péter tout de suite. En disant, je suis un large language model, je ne fais pas de prévision. Il ne peut pas se le permettre. Parce qu'il n'y a pas de data avec lesquelles il peut travailler. Donc nous, on a travaillé 1 an avant le Covid avec l'université de Johns Hopkins, qui est en pointe sur tout ce qui est pandémie, une grande école de médecine aux États-Unis, et qui avait décidé de faire cette expérience en sagesse des foules sur la prévision des épidémies autour du monde. Alors, il y avait plein de virus avant le Covid qui existaient déjà, vous voyez, Ebola, Covid, grippe, dengue, etc. Il y avait plein de virus. Et donc, on faisait pendant 15 mois des prévisions sur ces 19 virus. Dès qu'il y avait le moindre cas d'Ebola qui commençait au Congo, on faisait des prévisions sur combien il y aura de cas la semaine prochaine, est-ce que ça va sortir du pays, combien il y aura de morts, etc. Avec des participants qui étaient recrutés parmi les professionnels, qui étaient des épidémiologistes, des experts en santé publique, des vétérinaires, enfin tous des gens qui ont un grand background scientifique pertinent. Et on leur posait des questions de ce style-là. Hein. Combien de pays rapporteront au moins 1000 cas de Covid avant le 2 avril 2020? Et alors vous pouvez avoir différents niveaux de sévérité. Ici, ça va de moins de 15 à plus de 45 pays qui allaient avoir un gros problème avec le Covid. Et en tant que participant, vous devez mettre une probabilité sur chacun de ces niveaux de sévérité. Hein? Donc là, par exemple, niveau de sévérité 0 pour moins de 15%, 55% de chance qu'il y en ait plus que 45, etc. Tout le monde fait ça sur un site internet. On rentre sa prévision. On a accès à l'évolution de la prévision collective au fur et à mesure que les jours se déroulent. Et puis, on a un forum de discussion. On peut échanger des idées, des informations, etc. Ensuite, on peut regarder à la fin, sur les 60 questions, pendant 15 mois, quel était le taux d'erreur moyen de chacun des participants. Donc on mesure l'erreur moyenne, des pronostics par rapport à la vérité. Et ici, vous avez chaque point qui représente le taux d'erreur d'un participant. Il y a 562 participants. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y en a un peu partout, mais il y en a surtout beaucoup là, au milieu. Et ce niveau où la plupart des gens sont, c'est le niveau d'une prévision aléatoire. Le niveau de performance d'un singe qui balancerait des fléchettes pour choisir les réponses. Sauf que ce ne sont pas des singes, ce sont des professionnels. Alors pourquoi? On ne va pas leur jeter la pierre, parce que c'est super difficile de faire des prévisions, notamment dans ce domaine-là, où les datas sont pourries. Quand il y a des cas d'Ebola au Congo, les datas qui ressortent du Congo, qui arrivent jusqu'à chez vous dans votre laboratoire à Washington, déjà elles arrivent en retard. En plus, elles sont pas totalement fiables, etc. Donc, les datas sont pourries, donc pour en tirer des prévisions, c'est super difficile. Okay. Mais bon, il y en a quand même qui sont beaucoup moins bons que le singe. Il y en a quelques-uns qui sont un peu meilleurs. Okay. Quand on prend la moyenne des prévisions de tout le monde, alors que la plupart des gens quand même se plantent, on obtient un niveau de performance qui est largement meilleur que la plupart des gens. Il n'y a plus que 6 personnes qui arrivent à faire mieux que la moyenne de tout le monde. La simple moyenne, toute bête. Si on commence à prendre en compte des choses comme le fait que certains ont été meilleurs sur des prévisions, sur les 20 dernières prévisions que les autres, et à ce moment-là, on leur donne plus de poids dans la prochaine prévision. Donc on fait des moyennes pondérées d'après les performances des uns et des autres. À ce moment-là, on obtient une performance collective optimisée qui est meilleure que tout le monde. Donc ça, c'est vraiment l'intelligence collective en marche dans un cadre, je dirais, de santé publique, de gouvernance
de gouvernance publique très important. Hein. Il y a des gens qui meurent pas, etc. Donc, c'est pas, il s'agit pas de faire qui veut gagner des millions, là. C'est qui veut éviter des millions de morts. Et ça marche incroyablement bien. Et on peut appliquer ça évidemment à plein de choses. Alors, ce qui est fascinant, c'est que les probabilités qui sortent de ce genre de choses, quand on regarde tous les pronostics qui ont été faits en disant bah, ça a 20% de chances d'arriver, et on regarde combien de ces événements à qui on avait donné 20% de chances d'arriver se réalisent en réel, on observe qu'il y en a 20% qui se réalisent. Quand on prend tous les événements à qui on avait donné 80% de chances de se réaliser, on observe qu'il y en a à peu près 80% qui se réalisent. Il y a une adéquation quasi parfaite entre la probabilité estimée par la foule et la réalité de la fréquence des événements. Comme si les gens n'étaient pas capables évidemment, de vous dire ça va arriver, ça ne va pas arriver. Mais ils sont capables de vous donner une probabilité qui correspond très exactement à la vérité. Exactement autant que quand vous lancez un dé, vous dites qu'il y a, avant de le lancer, vous dites qu'il y a une chance sur 6 que ça fasse 6. Ça va peut-être pas faire 6, mais vous auriez eu raison de dire qu'il y avait une chance sur 6 que ça fasse 6. Si vous lancez le dé 100 fois, ça va tomber 16,7 fois sur 6. Donc c'est exactement le même phénomène, mais là on l'applique aux épidémies, mais aussi aux élections. Vous voyez ici la probabilité que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle en France, 1/3. Une chance sur 3, largement devant tout le monde. Vous voyez comment ça évolue, parce que les gens modifient leurs prévisions tout le temps, etc. Donc là, on applique ça en fait à tout l'ensemble des news. Hein. Aujourd'hui, votre métier à vous, c'est de donner la news d'aujourd'hui, mais vous pouvez demander aux parieurs de vous donner en réponse, d'après les informations que vous leur donnez aujourd'hui, quelle sera la news de demain. Est-ce que ça va être Marine Le Pen qui va être élue? Est-ce que ça va être Zelensky ou Poutine qui va perdre le pouvoir en premier? Et pendant longtemps, jusqu'aux hésitations récentes, c'était ici Zelensky, enfin Poutine qui avait plus de chances de perdre le pouvoir en premier. Et puis, depuis quelques semaines, Poutine est en train de gagner. Donc c'est ça qu'on voit et c'est ça qu'on mesure avec cette intelligence collective qui essaie de prévoir le futur au jour le jour. Okay. Et donc quand on prend ce qu'on appelle ce marché prédictif, hein, qu'on opère sur Internet maintenant depuis 9 ans, on prend toutes les datas qui ont été générées, toutes les prévisions qui ont été faites sur des centaines de questions géopolitiques, et il y a presque 1 million de paris qui ont été faits, et on observe la même chose que pour les épidémies, c'est-à-dire que la probabilité qui est donnée par la foule, les parieurs, correspond pratiquement exactement à la fréquence des événements dans le monde réel. Donc c'est vraiment une preuve d'intelligence collective complètement dingue en fait, hein, sur la chose la plus difficile au monde qui est de faire des prévisions. Alors quand on applique ça dans les entreprises, plutôt qu'en géopolitique, on obtient aussi le même genre de résultat où 3 fois sur 4, les prévisions collectives des employés sont meilleures que celles qui sont simplement issues du département de prévision avec 3 personnes devant leur spreadsheet qui regardent ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans le futur. Là, on tape dans une base de connaissances beaucoup plus large, beaucoup plus distribuée et qui permet d'obtenir de bien meilleurs résultats. Alors, on va finir sur, parce qu'il faut quand même conclure, on va finir sur un message plus personnel, peut-être, donc ça, c'était le titre du talk, mais en fait, ça aurait dû être autre chose, et je m'en suis rendu compte bien après avoir écrit mon livre. J'ai écrit mon livre sur l'intelligence collective, et il s'est retrouvé à la FNAC dans le rayon bien-être. Ici, il devenait bien-être. Et vous voyez à côté de quoi il s'est retrouvé. Donc c'est le rayon développement personnel bien-être. Donc j'étais à côté de s'il te plaît, aide-moi à vivre. Mon programme antidépression, comment ne plus subir, etc. J'appelle mon éditrice, je dis mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Elle me dit t'inquiète pas, il y a que là que les livres se vendent. Donc je dis bon d'accord. Mais je comprenais pas pourquoi mon livre sur l'intelligence collective se retrouvait dans le développement personnel. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et ça me paraissait une folie.
Et puis, à force de donner des conférences comme ça, j'ai fini par comprendre, parce que quand on donne une conférence, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont en tirer en sortant? Ça peut pas rester abstrait. Et donc, quel est le message? Quel est pour ma gouverne personnelle, qu'est-ce qui est important dans tout ce qui a été dit là? Et en fait, j'ai découvert que ça devrait s'appeler « Comment la diversité me rend moi plus intelligent et plus intelligente ». Et comment? Tout simplement, on s'est rendu compte, quand on a fait des études sur la prévision, justement avec la CIA, on a fait pendant 4 ans des grandes missions de prévision géopolitique avec des foules de 10 000 participants, etc., pendant 4 ans. On s'est rendu compte que ça marchait très bien, mais surtout qu'il y avait des gens qui marchaient beaucoup mieux que les autres. Et donc, le chef de projet, qui ensuite est allé travailler à la Maison-Blanche en sécurité nationale pour Biden, avait cette conclusion qui était que la justesse des prévisions, ce qui fait que quelqu'un va être un très bon prévisionniste, c'est pas ce qu'il sait, c'est comment il pense. Donc, c'est la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine, d'une part. Et deuxièmement, que cette capacité à bien penser, la prévision, c'est quelque chose qui fait qu'un prévisionniste, quand il est bon la première année du concours, il va être aussi bon la deuxième année du concours. Ça va être toujours les mêmes qui vont se retrouver au top du classement. Ce qu'on appelle aujourd'hui des super prévisionnistes. Et c'est quoi cette façon de penser? Ces gens-là, ils arrivent à faire, ce sont des amateurs qui sont payés $200 par an pour participer au concours, pour répondre à des centaines de questions géopolitiques, donc ça leur prend beaucoup de temps, ils sont payés rien du tout. Et quand on compare leur performance à celle des analystes professionnels à la CIA, on observe qu'ils ont 30% de justesse en plus dans leurs prévisions. Donc ils sont vraiment meilleurs, quoi. Leur façon de penser est vraiment remarquable. Et quelle est leur caractéristique? C'est quoi ces super prévisionnistes? Eh bien, ce sont principalement ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active. Alors, levez la main ceux qui ne sont pas ouverts d'esprit. Personne. On est tous ouverts d'esprit. Donc le mot-clé dans l'affaire, c'est actif. Ça veut dire quoi l'ouverture d'esprit active? C'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent plaisir à aller en trouver d'autres qui vont leur dire qu'ils n'ont rien compris. C'est pas évident ça. C'est pas donné à tout le monde de trouver ça agréable et utile. On a plutôt tendance à s'enfermer dans des groupes de gens qui pensent comme nous, c'est plus confortable, finalement. Mais eux, leur plaisir, c'est d'aller chercher des gens, d'aller chercher des infos qui vont leur porter la contradiction de façon à être moins idiots. Et de façon à faire des meilleures prévisions qui sont plus justes que celles des autres. À être moins aveuglés par leurs préférences et leur subjectivité. Okay. C'est très difficile, il n'y a que 2% dans la population des volontaires déjà qui sont prêts à faire des concours. Mais ça nous rappelle le secret de l'intelligence qui a été si bien exprimé par ce grand président américain Woodrow Wilson, l'inventeur de la Société des Nations, qui était la première intelligence collective mondiale, avant l'ONU, qui disait cette phrase merveilleuse: « Je n'utilise pas uniquement tout mon cerveau, mais tous ceux que je peux emprunter. » Évidemment, à son époque, vous voyez, sur le bureau, il n'y a même pas de téléphone. Il n'y avait même pas de téléphone à l'époque. Et vous, aujourd'hui, avec votre petit téléphone, là, vous avez le monde entier qui peut répondre à vos questions, vous donner des avis, etc., vous aider à réfléchir. Vous pouvez emprunter le monde entier. Donc le secret de l'intelligence, c'est ça. Vous ne pouvez pas prendre une pilule pour devenir plus intelligent. Vous ne pouvez pas faire une cure de sudoku intensive. Ça va pas vous rendre plus intelligent. Okay, mais vous tournez vers les autres, et surtout ceux qui pensent pas comme vous, pour leur demander ce qu'ils pensent. Ça peut vous éviter de faire beaucoup de bêtises. Le vrai secret de l'intelligence, c'est les autres. Et donc ça demande quand même qu'on réfléchisse un peu différemment, parce qu'on a tous été éduqués dans cette idée-là, d'abord en pensant à je, très individualiste. Je pense, donc je suis, etc. C'est la base de tout ce qui nous a été inculqué. Et je pense que si Descartes écrivait aujourd'hui, il aurait plutôt écrit « Je pense comme plusieurs, donc je suis meilleur ». Il a peut-être écrit aussi un autre livre, mais bon, c'est en toute humilité. Mais voilà, on va finir là-dessus. Donc le secret de l'intelligence vous a été livré. Maintenant, je vous propose d'aller l'essayer vous-même en essayant de faire des prévisions.
géopolitique et vous confronter à l'intelligence collective dans le dur, hein, voir si vous arrivez à être meilleur que l'intelligence collective sur des sujets d'actualité qui sont ceux avec lesquels vous travaillez toute la journée. Donc, voilà. Venez-y. Alors, on appelle ça du pari en ligne, mais en fait, c'est gratuit, hein, parce que sinon, ça serait évidemment complètement interdit. Donc là, c'est gratuit, mais les concours sont financés par des grandes entreprises, par des gouvernements, etc., qui ont besoin de vos prévisions, parce que finalement, les gens sur le terrain, nous tous, on sait beaucoup de choses. Individuellement, on n'en sait pas beaucoup, mais collectivement, on en sait beaucoup, beaucoup plus que ce qui existe dans les ministères et dans les quartiers généraux des grandes entreprises. Donc, voilà. Aider le monde à devenir plus intelligent en faisant des paris. Merci beaucoup. 1, 2, 1, 2. Oui, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Schreiber. Je voulais vraiment vous remercier. Maintenant, il nous reste à passer de la théorie à la pratique et de voir comment s'écouter. Je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à ça. Si, par exemple, il faut mettre des bâtons de parole dans les réunions ou des sabliers, ou comment s'écouter davantage. Des casquettes, ou oui, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme façon de renforcer l'écoute. D'abord, le fait que tout le monde puisse s'exprimer. Ensuite, que tout le monde écoute quand les autres s'expriment. Et surtout, que tout le monde n'ait pas intérêt à se conformer à ce que pensent les autres, mais au contraire, à contribuer ce qu'ils pensent eux. C'est-à-dire l'indépendance d'esprit. Tout ce qui peut renforcer ça va rendre votre groupe plus intelligent. Alors, ça peut être des bâtons de parole de façon très bienveillante. Ça peut aussi être ce qu'on appelle le devil's advocate, hein, l'avocat du diable. Genre, toi, on sait que tu penses plutôt bien de ça, mais on te met la casquette avocat du diable et ton rôle, c'est de critiquer tout ce qu'on va dire de bien à propos de ce projet-là et de nous dire pourquoi on va rater. Voilà. Et donc, tu t'extrais de ton personnage, tu en deviens un autre pour porter la contradiction au groupe de façon officielle. Donc, ça te libère la parole, quelque part. Donc, il y a plein de façons de faire ça. Si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment et je peux vous passer le micro. Par exemple, c'est une façon de faire. Alors, ça marche quand on est 4 ou 5 ou 12. Quand on est 120 ou 1200 ou 120 000, ça marche plus, quoi. Donc, c'est là où on peut imaginer, du coup, des plateformes Internet qui permettent d'encourager chacun à contribuer quelque chose qui est en opposition, et de façon à ce que chacun aussi puisse en tirer quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'intelligence collective devienne quelque chose de sacrificiel. Il faut que ce soit quelque chose qui fait qu'on en tire autant en participant que le groupe va en tirer du fait de notre participation. Moi, ça m'intéresse pas de contribuer à des exercices d'intelligence collective où je n'en tire rien personnellement. Donc, il faut soit qu'il y ait quelque chose à gagner, soit que je puisse gagner en reconnaissance en contribuant de façon intéressante, soit que je puisse me faire des relations intéressantes parce que d'un seul coup, je discute avec des gens que j'aurais pas rencontrés avant. Donc, souvent, sur Internet, ça permet de faire ça. Soit que le sujet soit tellement pertinent à mon job ou à ma vie que le fait d'avoir l'avis collectif sur le sujet va m'aider, moi, à mieux me gouverner. Mais il faut qu'il y ait toujours il faut qu'il y ait quelque chose pour l'individu. En fait, l'intelligence collective, c'est pas le collectivisme. Si vous avez des questions, que ce soit en ligne ou en présentiel, n'hésitez pas à lever la main. Je vous passe le micro pour qu'elles soient enregistrées. Voilà, je pense que on arrive au bout de la conférence. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents en distanciel et en présentiel. Et merci à Émile d'avoir été présent. Bon après-midi. Merci à vous. Et je voulais juste remercier l'Académie, Georges pour toute son implication, Georges de Reis, ici c'est hyper important, et la société qui enregistre la conférence qui s'appelle l'IRNENS. Merci à vous pour votre implication. Merci.